Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les députés guinéens planchent sur les conséquences économiques de l'épidémie Ebola, sur la croissance. Selon les élus, le déficit budgétaire est à évaluer à autour de 300 millions de dollars. Pour la première fois depuis sa création en 2002, la Cour pénale internationale a reçu un chef d'État en exercice. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'y est présenté mercredi 8 octobre. Et puis, rencontre avec deux femmes chefs d'entreprise dans le milieu du pétrole au Nigeria. Des faits suffisamment rares pour être soulignés, car au Nigeria, la plupart des chefs d'entreprise sont masculins et expatriés. Alors que la Guinée doit faire face à une épidémie d'Ebola d'une intensité sans précédent, les députés ont repris leurs travaux à l'hémicycle pour le compte de la session budgétaire 2014-2015. La propagation du virus est une priorité sanitaire pour les élus de toutes tendances politiques confondues. En effet, la fièvre hémorragique pourrait avoir des conséquences directes sur l'économie du pays. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Les travaux de la deuxième session ordinaire annuelle de l'Assemblée nationale se sont ouverts ce mercredi à Conakry sur fond de crise sanitaire. Essentiellement consacrée à l'examen du budget national 2014-2015, l'ouverture des travaux a largement été dominée par la gestion de l'épidémie d'Ebola, qui constitue une menace pour l'économie guinéenne, en croissance ces 3 dernières années. La fièvre hémorragique à virus Ebola vient aggraver cette évolution négative dont les conséquences sanitaires, économiques et par ricochet budgétaire sont très lourdes. Par exemple, par rapport aux prévisions budgétaires pour l'exercice 2014, les recettes ont été en baisse de plus de 500 milliards de francs guinéens à date. Cette influence de l'épidémie d'Ebola sur la croissance économique risque de compromettre l'atteinte en termes de croissance de l'objectif de 3,5% du PIB initialement prévu par les autorités guinéennes. Le déficit budgétaire causé par Ebola est évalué à près de 300 millions de dollars, alors que le FMI estime, selon des statistiques, que la Guinée va perdre cette année entre 1,5% et 2% de croissance. À l'hémicycle, la riposte à Ebola fait l'unanimité chez les députés. La priorité de tout le monde aujourd'hui, de tous les Guinéens, c'est cette menace que constitue Ebola. Il faut qu'on taise nos divergences, qu'on se donne les mains pour éradiquer cette maladie. Non seulement en Guinée, mais dans la sous-région. Parce que la Guinée ne sera jamais en sécurité tant que la maladie continue de se développer au Libéria et en Sierra Leone. Qu'il s'agisse de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, tous les députés sont d'accord de s'investir de la même manière pour combattre Ebola, parce que Ebola ne fait aucune distinction entre les sensibilités politiques. Depuis l'installation des députés en début d'année, c'est l'une des rares questions qui remporte le consensus chez les parlementaires guinéens. Plusieurs ont profité de leurs vacances pour sensibiliser les populations de l'intérieur du pays sur le virus et les actions à entreprendre pour prévenir sa propagation. La Cour pénale internationale a donné la date de comparution de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il devra se présenter devant les juges le 4 novembre 2014, même si la date reste provisoire. Pour rappel, les 4 charges de crimes contre l'humanité ont été retenues contre l'ancien dirigeant ivoirien le 12 juin dernier. La chambre préliminaire a confirmé à la majorité les charges de meurtre, viol, autres actes inhumains et persécution, des faits qui se seraient déroulés au cours des violences post-électorales 2010-2011. Et c'est devant une foule de partisans et une salle comble que le président kenyan Uhuru Kenyatta s'est présenté mercredi 8 octobre. La Cour pénale internationale y a reçu son premier président en exercice. Il est accusé d'avoir orchestré les massacres qui ont suivi l'élection présidentielle de 2007. Les précisions de Marina Vanier. Premier chef d'État en exercice devant la Cour pénale internationale. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a répondu ce mercredi à la convocation de la CPI qui l'accuse de crimes contre l'humanité. Il s'est présenté à titre personnel en nommant provisoirement son vice-président William Ruto, lui-même accusé par la Cour pour les mêmes faits, président en exercice durant son séjour à La Haye.
Il s'agira de statuer sur un éventuel nouveau report de procès. La chambre du procureur reproche à Nairobi de ne pas coopérer en refusant notamment de lui transmettre des relevés bancaires ou téléphoniques. Nous avons de bonnes raisons de penser que les données téléphoniques sont encore disponibles et permettraient de révéler les liens, des liens de pertinence par rapport aux enquêtes et aux questions posées par l'accusation. Et il y a des dossiers qui sont disponibles pour le gouvernement du Kenya et qui révéleraient, communiqueraient ces numéros. L'accusation ne le sait pas. Mais si le gouvernement du Kenya était véritablement et sincèrement intéressé à faire des efforts pour respecter notre demande, elle trouverait ces dossiers, elle les communiquerait et elle s'assurerait que les sociétés téléphoniques mènent à bien des enquêtes appropriées. Le président kenyan est mis en cause pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de fin 2007 et début 2008 dans son pays. Des troubles qui ont fait plus de 1330 morts et 600 000 déplacés. Pour ce qui est de la mise à disposition d'éléments de pièces ou de pièces à la cour, on nous ignore sans cesse. On a donné 3 mois de relevé, on ne nous a absolument pas dit si oui ou non ils étayaient la thèse de l'accusation. Il a droit à un verdict d'innocence parce que cette affaire n'est pas fondée, il n'y a pas d'enquête en cours, car s'il y en avait, il y aurait un procès. Le procès aurait dû s'ouvrir en novembre 2013, mais il a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la rétractation de plusieurs témoins importants. Une série de défections commencée à la suite de la publication de leur nom en 2010 et qui s'est généralisée après la victoire de Kenyatta à l'élection présidentielle de mars 2013. Selon certains analystes politiques, faute de témoins, le dossier d'accusation contre le président kenyan semble aujourd'hui faible. À l'est du continent, le président rwandais Paul Kagame est arrivé à Kampala, capitale de l'Ouganda, pour une visite de 3 jours. Il participera au 7e sommet du corridor ainsi qu'aux célébrations de l'indépendance. Mardi 7 octobre, le président Paul Kagame et son hôte Yoweri Museveni se sont rendus à l'Ouganda Rwanda Business Forum. 300 sociétés du secteur de l'artisanat, l'éducation et de la finance étaient représentées. Au Nigeria, elle s'appelle Amy Jedzmini et fait partie d'un club prestigieux, celui des 1% de femmes nigérianes chefs d'entreprise. Dans le 14e producteur de pétrole au monde, elle occupe la fonction de directrice générale d'une société spécialisée dans le pétrole. Un changement radical pour le secteur habitué aux dirigeants masculins et souvent expatriés. Son portrait avec Amira Benjabala Jean-Pierre et Ibrahima Djindjai. Lagos Deep Offshore Logistics, une entreprise nigériane spécialisée dans le pétrole et qui pèse plusieurs centaines de millions de dollars. Elle s'occupe notamment des forages en mer ou encore de la réparation navale. Alors que pendant des années, l'industrie pétrolière et gazière du Nigeria était dirigée par des expatriés européens, américains ou asiatiques et de surcroît des hommes, aujourd'hui, à la tête de Lagos Deep Offshore Logistics, se trouve une femme nigériane, Amy Jadesimi. Une fierté, mais aussi un combat de tous les jours. Les gens sont souvent surpris lorsque j'entre dans une salle, surtout s'ils ne s'attendent pas à voir une femme. Et une femme qui fait aussi jeune. Mais je ne suis plus toute jeune, donc je pense qu'il faut tout de suite les mettre à l'aise. Un homme en particulier de race blanche qui a la cinquantaine, lorsqu'il entre dans une pièce, les gens lui accordent automatiquement un certain respect et une déférence. Lorsque vous êtes une femme, vous devez les gagner. À l'instar d'Amy Jadesimi, Uja Ifejika est présidente directeur générale d'un groupe gazier et pétrolier au Nigeria, une prouesse dans un pays où le rôle traditionnel de la femme peine à évoluer. Things are beginning to change because men are beginning to find out that women equally have such. Les choses commencent à changer parce que les hommes commencent à comprendre que les femmes ont aussi certains potentiels. Dans la conception de l'homme africain, la place d'une femme est dans la cuisine, élever les enfants, s'occuper du premier bébé qui est votre mari, s'occuper de vos enfants et ne jamais poser de questions. C'est en train de changer. Les gens commencent à se poser des questions. L'égalité des sexes dans le monde du travail n'est pas une problématique nigériane, mais bien mondiale. Et bien qu'au Nigeria, la femme au foyer commence peu à peu à laisser sa place à la femme active, preuve en est avec le ministère du pétrole qui est dirigé par une femme. Les efforts pour une égalité complète des sexes sont encore nombreux à fournir.
Le Kenya poursuit sa politique de modernisation dans le secteur électrique. La Compagnie nationale d'électricité du Kenya a fait part de sa volonté de s'associer avec des investisseurs privés. Objectif, construire des centrales électriques opérationnelles en 2016. Aminata Jack. Le Kenya compte se doter de centrales électriques géothermiques. La Compagnie nationale d'électricité du pays a annoncé sa volonté de s'associer avec des investisseurs privés en vue de construire ces équipements qui entreraient en service d'ici 2016. Nous avons aussi pour ambition de créer des sociétés communes pour quelques-uns des projets qui nécessitent une collaboration avec des entreprises privées qui peuvent nous aider dans la mobilisation de fonds. C'est en injectant des capitaux importants que nous arriverons à réaliser ces projets. La société veut également augmenter sa capacité de production qui passerait de 1664 MW aujourd'hui à 5000 MW d'ici 2017, une initiative qui permettra de lutter contre les pénuries d'électricité et réduire la taxe sur le carburant qui s'ajoute au tarif de l'électricité en fonction de la quantité de diesel utilisée. So what we expect to see in the coming month, particularly now that a third unit is already. Ce à quoi nous nous attendons dans les mois à venir, surtout avec la mise en place d'une troisième unité, c'est une réduction supplémentaire et je ne serais pas surpris que d'ici le mois prochain, nous allions au-delà de 4 shillings le kilowattheure. So that's the kind of effect we are seeing on the tariff as we bring in the geothermal units. Le Kenya veut réduire de moitié les factures d'électricité dans les 3 ou 4 prochaines années par rapport aux valeurs actuelles comprises entre 0,17 et 0,18 $ le kilowattheure. En attendant d'ici la fin de l'année, la compagnie d'électricité souhaite installer 305 MW géothermiques qui, selon les entreprises, rendra l'industrie plus compétitive. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.